Et comme chaque mercredi, c'est l'heure de l'hebdo africain. Et aujourd'hui, nous allons parler de paix et sécurité sur le continent. L'Afrique qui fait toujours face aux expéditions meurtrières menées par certains groupes armés et terroristes. Certains conflits sont loin de connaître aussi leur épilogue. Et pour parler de tout cela, nous allons tout de suite à Dakar rejoindre Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. Bonjour Bakary Samb. Bonjour monsieur. Alors en Afrique comme ailleurs, pourquoi les solutions purement militaires ne sont pas suffisantes pour faire taire définitivement les armes dans certains pays? Vous savez, je pense que ceux qui interviennent militairement sur le continent n'ont pas appris des leçons du passé. Les Américains ont passé plus de 15 ans en Afghanistan et les talibans y sont encore. La France est intervenue au nord du Mali avec Serval, en plus avec Barkhane par la suite. Les groupes terroristes n'ont pas disparu, mais ils se sont multipliés. Et même l'épicentre malien qui était à l'origine de cette flambée de violence dans la région s'est étendu sur d'autres pays comme le Burkina Faso avec un débordement sur le Niger, dans la région de Tillabéri et ailleurs. Donc c'était une manière de dire qu'on n'a pas compris qu'une Kalachnikov n'a jamais pu tuer une idéologie et que quelquefois il faut donner leur chance à d'autres stratégies qui impliquent l'éducation, qui impliquent les ressources endogènes, qui impliquent les moyens de résolution pacifique des conflits, mais aussi la sensibilisation. Bakary Samb, comment expliquez-vous aujourd'hui, comment expliquez-vous l'échec des différentes stratégies mises en œuvre dans la région du Sahel? Je crois qu'avant tout, il y a une forme de dissonance. Il y a un paradoxe aujourd'hui entre la situation des populations locales qui vivent dans des conditions sécuritaires draconiennes tout en subissant les violences, tout en étant concrètement dans l'insécurité. Donc cela fait qu'aujourd'hui, il y a un conflit de perception du conflit sahélien entre les stratégies internationales et la perception des populations locales. Et pour cela, je crois que pour le comprendre, il faudrait voir ce qui se passe dans certaines régions du Sahel avec des initiatives des populations qui essayent de mettre en valeur leurs mécanismes traditionnels de résolution de conflits, de dialogue et de sensibilisation. Hélas, ces stratégies ne sont pas prises en charge aujourd'hui, ne sont pas en tout cas valorisées, et on a privilégié le tout militaire en oubliant complètement toutes ces stratégies aujourd'hui dans le bassin de la Tchad, mais aussi dans le Sahel, mais aussi au Mali, au Burkina, et qui pourraient aujourd'hui donner plus d'impact à tous ces efforts de résolution des conflits si seulement on savait prendre en compte ces spécificités régionales, mais aussi la particularité de ces peuples-là à pouvoir réinventer les conditions d'une paix dans des régions meurtries aujourd'hui par la violence. Si je vous comprends bien, vous voulez dire aujourd'hui que ces stratégies ne fonctionnent pas parce qu'elles sont importées, elles ne tiennent pas en compte les réalités socio-culturelles, c'est ça? Absolument. Quand vous voyez toutes les actions qui sont menées dans le bassin de la Tchad, quand vous allez à Bol, à Bagassola, ces femmes prêcheuses qui vont parler aux jeunes pour qu'ils ne sombrent pas vers l'idéologie de Boko Haram, vous allez vers Aïrou, Tintabareden, toutes ces zones frontalières du Niger, c'est pareil dans le cercle de Bankas, dans le Gourma, avec récemment quand il y a eu ces tueries intercommunautaires, les initiatives prises par les jeunes du Djina Dogon et du Tabi Del Poulago qui ont pu réussir le dialogue là où les armes n'ont pas pu résoudre la crise. Vous voyez des initiatives parcellaires, certes, mais encouragées, notamment au Burkina Faso, dans la région du Soum et de l'Oudalan, autour de ce qu'on appelle la fontaine Christine, qui montre que avec le partage des ressources, les communautés arrivent à dialoguer. Donc ces stratégies civilo-militaires qui ont commencé récemment, notamment dans le bassin de la Tchad, avec la stratégie de communication dans le cadre de la stratégie de
déstabilisation du bassin de la Tchad, en se rendant compte que finalement, les forces étrangères ou bien les puissances militaires étrangères qui sont dans la région ont non seulement le défi de gagner la guerre contre le terrorisme, mais aussi de gagner la paix avec les populations. Je crois que de plus en plus, il faudrait valoriser cette stratégie endogène et voir en quelque sorte comment co-construire des solutions durables et ne pas rester dans un entêtement rétrospectif basé sur le tout sécuritaire. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, ça a été largement démontré que la conquête des cœurs a été toujours plus durable que la soumission des corps. On le voit avec les initiatives aussi prises au niveau du Maroc, avec la fondation Mohamed VI pour des ulémas africains, mais aussi le centre de formation des imams et morshidat, qui inclut même une dimension genre, comprenant parfaitement les réalités africaines. Je pense que ces genres d'initiatives méritent d'être largement promues aujourd'hui pour que notre région puisse retrouver la stabilité et la paix durable. Donc il faudra aujourd'hui une stratégie africaine pour faire face, disons, pour résoudre certains conflits. Une stratégie propre à l'Afrique. Les stratégies africaines sont là, au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO, du G5 Sahel. Mais simplement, il faudra leur faire leur place dans le cadre des stratégies globales. Aujourd'hui, vous imaginez, il y a pas moins de 19 stratégies Sahel, conçu hors du Sahel et pour le Sahel. C'est-à-dire que la démarche inclusive, la démarche holistique qui doit présider à toutes ces initiatives-là, parfois manque à cette bonne volonté de la communauté internationale de travailler de concert avec les pays africains. Mais je crois que dans cette coopération-là, il faudrait de plus en plus donner leur place à ces stratégies-là, donner toute sa place à la prévention, parce que la prévention de l'extrême violent, c'est très très important. Et c'est en amont de la lutte contre le terrorisme qui utilise des moyens militarisés, qui a pour objectif l'élimination des cibles, alors que la prévention de l'extrême violent, tel qu'on le fait dans certains pays, avec tous ces efforts des théologiens, des imams, etc., vise à lutter contre une idéologie pour que cette idéologie ne prospère pas et que finalement, par des moyens non militarisés, mais en s'attaquant véritablement à la racine du mal, au lieu de s'attaquer seulement au symptôme qu'est le terrorisme, malheureusement, je pense qu'il y a une confusion à ce niveau-là. Il faudra de plus en plus une stratégie basée sur la co-construction, sur l'agilité des stratégies et des mesures, si j'ose dire, pour que véritablement la question de la paix et de la sécurité soit traitée de manière concertée, mais aussi de manière inclusive et holistique. Bakary Samb, quelle est aujourd'hui la place de l'acquisition du savoir dans la lutte contre l'extrémisme religieux ? Vous savez, c'est un point fondamental. Je crois que un cheikh bien connu dans la région du Sahel me disait que la radicalisation est le fruit de la combinaison entre les effets de l'arrogance des injustes et de l'ignorance de ceux qui se sentent victimes. Ratrasatu zalimin wa jahlul mazlumin dans ses propos. Je crois qu'il faudrait arriver à être dans une perspective de promotion de l'éducation pour la paix. Vous savez que la guerre naît dans l'esprit des gens. Et c'est dans l'esprit des gens qu'il faut aussi promouvoir la paix. Et ceci est une devise même, je crois, de tous ceux qui sont spécialisés dans la sensibilisation. Aujourd'hui, il faudrait, certes, il y a des urgences sécuritaires à gérer, mais il faut combiner la gestion des urgences, mais aussi l'adoption de mesures durables pour que véritablement qu'on ne néglige aucune solution, notamment les solutions endogènes. Les peuples africains, les sociétés africaines sont capables de créativité, sont capables de se dépasser. On l'a vu dans le centre du Mali, on l'a vu dans d'autres régions, même hélas, ces initiatives ne sont pas promues ni vulgarisées par les médias. Il faudrait parfois s'arrêter sur ce qui marche, mais aussi combiner l'expertise internationale, les stratégies africaines avec véritablement ce qui se passe au point de vue local. C'est à cela que nous travaillons quotidiennement avec nos chercheurs sur le terrain, mais aussi en écoutant les communautés qui ont aussi le droit à la parole et dont la parole même est complètement constructive et pour contribuer à une paix durable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas seulement d'utiliser les moyens militaires, ce n'est pas durable. Ce qu'il faut, c'est de combiner la gestion des urgences de manière militaire. Certes, il y a des urgences, mais aussi donner toute leur place à ces stratégies endogènes avec l'écoute des populations pour qu'on quitte, pour qu'on sorte véritablement de ce conflit de perception du conflit sahélien.
Il faudra également une éducation aux réseaux sociaux. Comment aujourd'hui utiliser les réseaux sociaux si on sait que certains groupes armés, certains groupes terroristes recrutent aussi à travers la toile? Il est vrai que l'arme digitale est terrible, d'autant plus terrible qu'elle est à la portée de tout le monde, de tout clic aujourd'hui. Et je crois qu'il faudrait véritablement une éducation sur les réseaux sociaux. Ceci repose sur la table la question de la mondialisation du croire, la question de la lutte des modèles religieux. Et face à cela, il faudrait être inventif à ce que le modèle islamique que nous avons connu en Afrique, qu'on partage avec le malikisme, le acharisme, mais aussi le soufisme sunnite, ce modèle-là soit promu. Il y a des efforts qui sont faits au niveau du Maroc dans le cadre de la collaboration dans la formation des imams, mais aussi avec des éléments du Sahel qui travaillent sur cela. Il faudrait maintenant essayer de combiner ce discours positif, ce discours constructif et d'essayer de le mettre sur les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un cadre mondialisé, libéralisé, où circulent des offres culturelles, philosophiques, économiques et idéologiques. Si l'offre africaine d'une religiosité vécue paisiblement n'est pas positionnée sur ce marché-là, eh bien nos enfants risquent de consommer d'autres offres. Cela appelle à une solidarité africaine, à un échange de bonnes pratiques, et que je crois que certains pays comme le Maroc et le Sénégal et tant d'autres, ou le Nigeria, avec de grands chefs qui se sont déjà exprimés sur la question, pourraient véritablement constituer un consortium et faire bénéficier tous les pays africains de cette expérience africaine qui manque aujourd'hui dans certains pays où on connaît une flambée de violence, sachant qu'en Afrique, les choses sont encore récupérables, et je crois qu'il y a encore des ressources endogènes sur lesquelles on peut bâtir et qu'on pourrait mobiliser pour véritablement lutter contre le fléau de l'extrémisme et du terrorisme. Bakary Sam, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le directeur de Timbuktu Institute.